Alors, je suis encore à vous, cher candidat. Après avoir donc vu les formes solides orales, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre programme où nous allons vous parler donc des dispositifs médicaux. Voilà. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous devez être capable de décrire les principaux dispositifs médicaux. Vous devez les définir. Voilà. Définir donc les principaux dispositifs médicaux et puis distinguer les dispositifs médicaux implantables et non implantables. Un dispositif médical, c'est un instrument, un appareil, peut-être un instrument, un appareil, un équipement, une matière, et peut-être un produit ou bien un article, ou un autre article qui peut être seul ou bien en association. Et puis, y compris bien entendu les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement. Cet instrument ou appareil ou équipement-là est destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales. Et son action principale, qui est voulu n'est pas obtenu par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou bien métaboliques, mais dont le fonctionnement, dont la fonction hein, peut aider, voilà, peut aider, peut être assistée, la fonction peut être assistée par de tels moyens. Voilà. Et ces moyens-là, peut être les seringues, les sondes, les poches. Pour bien comprendre cette définition, un dispositif médical peut être une seringue, un dispositif médical peut être un échographe, un dispositif médical peut être un glucomètre, un dispositif médical peut être un scanner. Voilà. Au regard de cette définition, je vous donne quelques exemples. Allez, on continue. Donc, je disais qu'au regard de cette définition, euh, un dispositif médical peut être une seringue, un dispositif médical peut être un glucomètre, un dispositif médical peut être un échographe, un dispositif médical peut être un scanner. Voilà. Au regard de cette définition-là, vous voyez que vers la fin, on dit que le dispositif médical est destiné par celui qui l'a fabriqué à être utilisé chez l'homme à des fins médicales. Alors, le premier dispositif, le groupe de premiers dispositifs que nous allons voir, c'est le groupe des poires, des bocs à douche et des canules. Les poires, nous les connaissons tous. Il y en a même au marché ici. Voilà. Ce sont en caoutchouc. Voilà, sont souples. Et il y a, ça peut être avec ou sans canule. Voilà. Ce sont des capacités variables. Et le but, en fait, des poires est d'administrer simplement des lavements. Voilà. Des lavements, des lavages d'oreilles ou bien même des injections vaginales ou rectales. Après les poires, il y a les bocs. On a ici le boc, un boc à douche. Voilà. Ce dispositif-là est utilisé pour les lavements, des lavements de grand volume, c'est supérieur à 300 millilitres. Voilà. Vous voyez ici un récipient. Voilà. Je montre bien le récipient ici. Voici le récipient là. Il y a un récipient, voilà, en plastique ou en acier. Voilà. Et puis, autour de ce récipient-là, en bas, juste en bas, là, il y a un tube en caoutchouc ou en plastique qui peut être souple et puis qui est muni d'un robinet. Voilà, qui est muni d'un robinet. Et sur d'une canille, bien entendu. L'administration du liquide se fait par simple gravité. Après le boc à douche, il y a les canules. Voilà. Les canules sont aussi, ce sont des embouts en fait, hein, qui sont destinés à être introduits dans l'organisme par un orifice naturel, sauf trachéo. Voilà. Un orifice naturel, sauf trachéo. Il est bon de savoir ça. Nous en venons donc aux canules de Guinée. Voilà, vous avez vu ici, les canules, il y en a plusieurs types. Hein. Voilà, les canules de Guédel, tel qu'il se présente. Voilà. Il y a la forme pédiatrique et puis il y a la forme adulte. Observez bien donc les couleurs. Hein, relatives donc aux deux types là. Forme pédiatrique et puis forme adulte.
Après le canule de Guédel, il y a les canules de trachéo. Le schéma illustre bien comment ce canule les éléments du canule de trachéo, trachéotomie. Et le schéma à droite vous illustre un peu comment voilà, se fait la trachéotomie. Ouais, juste il y a un obstacle là, voilà, un obstacle au niveau de la voie aérienne supérieure et la trachéo donc se fait juste en bas pour laisser passer l'air, bien entendu. Voilà. En cas d'obstruction de la voie aérienne supérieure, on fait la trachéo juste en bas. Une fois qu'elle est localisée, on fait la trachéo juste en bas pour laisser passer l'air. Sinon, la personne va étouffer, bien entendu. Et cela peut arriver dans tous les traumatismes, hein, même en chirurgie, voilà. Voilà. En cas de cancer, sur le suite. En fait, là, il s'agit d'un dispositif médical tubulaire. Il peut être rigide, courbe et de faible longueur. Après les canules, il y a les seringues. Les seringues, tout le monde les connaît. Voilà. Vous-même, quand vous aurez le document, vous allez lire. Hein, voilà. Voici ce que c'est qu'une seringue. Voilà. J'en viens ici aux deux types de seringues. Nous avons deux types de seringues. Les seringues à 2 pièces et les seringues à 3 pièces. Voilà. Les seringues à 2 pièces sont constituées d'un corps et d'un piston. Voilà. Et les seringues à 3 pièces d'un corps, d'un piston et d'un joint. Vous voyez bien ici, voici le joint ici. Le joint là pour les seringues à 3 pièces. Et ça sont les seringues à 2 pièces. L'avantage des seringues à 2 pièces permet donc une meilleure vidange. Hein. Voilà, une meilleure vidange de la seringue. Voici un schéma bien ici qui décrit en fait les différentes parties d'une seringue, d'une aiguille aussi. Voilà. L'extrémité du piston, le corps, voilà, le joint du piston, voilà, et puis les graduations. Voilà, et enfin de ceci, il y a l'embout. Quant à l'aiguille, c'est l'embase, l'aiguille, comment parler, et puis le biseau. La seringue à usage unique. Les seringues à 2 ou 3 pièces possèdent un embout mâle, on appelle l'embout mâle meilleur, 6% international. Voilà. Et cet embout-là peut être centré ou bien excentré. Ça, ici, dans ce schéma, c'est le cas, par exemple, de l'embout qui est excentré. Voilà. Voici le deuxième cas d'une seringue à embout centré. Voilà. C'est la seringue à verrou ou layer lock. L'embout ici, en fait, l'embout est un pas de vis hein, voilà, qui permet donc de raccorder à une aiguille hein, hypodermique ou à des dispositifs à dimmer. Donc voici la seringue donc layer lock. Ensuite, la seringue à embout sonde. Là, ici, c'est une seringue qui est munie d'un embout long. Voilà, l'embout est long et qui peut se raccorder à une canule ou bien à une sonde digestive, vaginale ou bien rectale. Il y a les seringues aussi à tuberculine. Voilà, ça c'est pour les tests hein, tuberculiniques, hein, après le tuber test. Il s'agit ici de contrôler un pré ou post vaginal. Voilà, c'est un contrôle BCG qu'on fait. Voilà. Généralement, on l'utilise donc en allergologie ou en désensibilisation. Après les seringues, passons donc aux aiguilles. Les aiguilles, nous avons les aiguilles hypodermiques. Lorsque vous observez ici, il y a 4 éléments qui sont importants dans la distinction des aiguilles. 4 précisions à faire. Première précision, c'est l'embase. L'embase, deuxième, le diamètre, troisième, le biseau de l'aiguille. Voilà. Alors, regardez bien. Voici ce qu'on appelle l'embase. L'embase de l'aiguille. Sa couleur varie. Hein. Voilà.
Il y a un code couleur là, les différentes couleurs. Ensuite, le diamètre de l'aiguille, j'étais 10 dixièmes de millimètre. Longueur, millimètre. Et puis le G qu'on appelle le gauge. Quand on dit 22 G, je prends donc le diamètre. En fait, le 22 G reprend donc le diamètre de l'aiguille. Et enfin, le biseau. Le biseau, il est là. Il peut être court, voilà. Il peut être long. Quand il est court, c'est pour les IV. Quand il est long, c'est pour les IM. Voilà. Et, et triangulaire ou bien incolore. Alors, on est toujours dans le cas donc de seringue hypodermique. Le premier chiffre ici, ci-dessous, c'est-à-dire ce chiffre qui est là, là, dessous le premier chiffre, indique le diamètre. Le deuxième chiffre indique la longueur. Deuxième chiffre, la longueur. Premier chiffre, le diamètre. Après, donc, ce serait il y a les aiguilles épicrâniennes. Voilà. Ce schéma vous montre bien. Vous aurez le temps de lire pour voir un peu la définition des aiguilles épicrâniennes. Il y a les aiguilles Huber ou bien aiguilles courbes et droites. Voilà. Ces aiguilles-là sont utilisées pour injecter des solutions médicamenteuses dans les chambres implantables. On le fait justement en chimiothérapie. Et se caractérise donc par un biseau qui est latéral et qui a la particularité de ne pas abîmer la paroi qu'elle traverse. Ça serait un avantage dans ce genre d'aiguille.